Je ne fais aucune différence entre les blessés. Vraiment, c'était vraiment terrible. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider et soulager le plus vulnérable. La dignité est certainement la certitude qu'on n'est pas oublié. Restez à l'écoute, voici Antenne Croix-Rouge. Je suis Frédéric Joly et vous écoutez Humanitaire, un podcast produit par la délégation régionale du CICR en France. L'histoire du concours Pictet est celle d'une rencontre entre un professeur et son étudiant à la faculté de droit de Clermont-Ferrand. Michel Dérat, le prof, et Christophe Laneur, l'étudiant, ont l'idée avant-gardiste de lancer en 1989 une compétition en DIH, en droit international humanitaire. Il s'appellera le concours Pictet. Sortir le droit des livres, tel est leur maître mot. Quant à Pictet, il s'agit d'un hommage à Jean Pictet, le grand juriste du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Jean Pictet, avec son équipe, va bâtir ce monument que sont les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977. Ces traités, rédigés par le CICR, et dont sont aujourd'hui partis tous les États de la planète, protègent dans les conflits armés ceux qui ne se battent plus parce que blessés ou capturés, et ceux qui ne prennent pas part aux hostilités, les populations civiles. Le 16 mars 2023, rencontre à Forges-les-Eaux, en Normandie, avec Christophe Laneur. La 41e édition francophone du concours Pictet tire vers sa fin. Sur les 22 équipes en lice, la gagnante sera celle de l'Université de Liège, en Belgique. Mais pour l'heure, retour avec Christophe Laneur, aux origines du Pictet. J'étais étudiant dans les années 80 à l'université de Clermont-Ferrand, à la faculté de droit, et la faculté n'avait aucune expérience de participation à des concours internationaux. On avait essayé de participer au concours Rousseau en droit international public, ça n'a pas marché. On s'est dit, on va essayer le concours Cassin, mais sans savoir du tout ce que ça allait être. Ça a été une catastrophe absolue. C'est-à-dire que sur 12 équipes, on a fini 11e. Donc, un peu enthousiaste, très enthousiaste même par rapport au concours lui-même, parce que c'était intéressant, rencontrer des équipes d'ailleurs. Pour l'université de l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mais très déçu par rapport à notre résultat, par rapport à la méthodologie, par rapport à l'approche. Et on a lancé l'idée avec l'Institut de dire, j'étais à l'époque, je présidais l'association des étudiants, j'ai dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire un concours en droit humanitaire, puisqu'il y avait l'Institut à Clermont. Et donc, on a essayé, puis on a eu une première édition en février 1989. On a eu 4 équipes. C'était super, tout le monde a adoré. Donc, on avait des Belges, des Suisses, Fribourg, et 2 équipes françaises, Poitiers et Clermont-Ferrand. Et là, il s'est passé quelque chose, parce qu'on a passé 3-4 jours ensemble, avec des épreuves qui étaient simples, mais il y a eu une super atmosphère qui pour moi était vraiment les prémices du concours. C'est cette idée que vous allez rencontrer des gens, vous affronter pacifiquement sur le thème du droit humanitaire et vous avez une expérience plus riche et des souvenirs plus riches. On s'est dit, on va recommencer. On a fait la 2e, 1990, Montpellier, 91, Genève, etc. Et ça a grandi chaque année jusqu'à un concours en 2 langues tel qu'on l'a actuellement. Donc c'était avant tout fondé aussi sur de la plaidoirie, où il s'agissait de travailler aussi différemment et de porter finalement un concours sur un aspect beaucoup plus général autour du droit international humanitaire, dans le jeu de rôle, dans ceux qui font les méchants, ceux qui font les gentils, ceux qui interprètent, etc. À l'époque, en droit international humanitaire, il n'y avait pas de juridiction, puisque les tribunaux pénaux internationaux, a fortiori la Cour pénale internationale, c'est postérieur. Et donc, il ne nous venait pas à l'idée de faire du judiciaire en droit humanitaire, tout simplement parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. On avait eu Nuremberg, on avait eu Tokyo, on avait eu quelques cas isolés comme procès Barbie, etc. Mais l'essentiel du droit international humanitaire dans les années 80, c'était du non-judiciaire. Donc, on avait des cas pratiques qui étaient d'une simplicité absolue. En gros, c'était... Je vais vous en résumer un. On a un prisonnier de guerre qui a été torturé. Quelles sont les violations du droit international humanitaire ? Donc on n'est pas du tout dans la subtilité juridique, dans l'argumentation. On est dans la recherche, dans les textes existants, de normes et d'analyse. Mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, une équipe qui participerait, qui recevrait les cas pratiques de l'époque, nous dirait « mais c'est évident ».
comment le Pictet a finalement grandi à travers aussi l'actualité de ce qui va se passer à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui et l'inspiration dans le réel des différents scénarios qui sont proposés aux éditions, à travers les différentes éditions du Pictet. Je vais reprendre ce que je disais sur le plan judiciaire. À l'époque, pour les Nations Unies, c'était un domaine qu'on n'abordait pas ou pas du tout, très peu ou pas du tout. Pour le CICR, c'était quelque chose de bien construit. C'était les conventions, les protocoles additionnels à l'époque. C'était la convention de 1980 sur les armes. Et c'était à peu près tout. Il y avait tout un tas de domaines qui n'étaient absolument pas couverts par le DIH à l'époque, qui n'étaient même pas envisagés par le CICR. C'est une époque où le CICR disait la question des mines, c'est quand même extrêmement politique, donc c'est pas forcément notre mandat de s'en occuper. Et donc le DIH était beaucoup plus simple à l'époque. Et alors on va voir au cours de la première décennie finalement du Pictet, on va voir la guerre des Balkans, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, on va voir le tribunal pour le Rwanda à Arusha, on va voir le traité d'interdiction contre les mines, on va voir le statut de la Cour pénale internationale, que le Pictet finalement s'est construit aussi en collant à ces grands bouleversements post-guerre froide, enfin suite à l'effondrement de l'Union soviétique. Les développements qu'on mentionne ici, c'est effectivement les tribunaux pénaux internationaux, c'est la CPI, tous les traités sur les mines et autres domaines. C'est aussi beaucoup d'utilisation du DIH par des juridictions nationales, ce qui dans les années jusqu'aux années 80 était à peu près inconcevable. Donc ça démontre sur 30 ans une extraordinaire vitalité du droit international humanitaire. Ça démontre son utilisation par les États, mais aussi bien sûr par le CICR, ce qui n'a pas changé, et élément pour moi nouveau et fondamental, par tout un tas d'autres acteurs. Si on se replace dans les années 80, vous aviez très peu d'expertise dans des ONG, par exemple, sur le droit international humanitaire. Mais il se trouve qu'avec le développement du droit, avec l'utilisation des normes par des acteurs, par les ONG, la pression sur les États, etc., ça prend une actualité nouvelle. Aujourd'hui, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, vous allez sur Internet, vous avez les journaux, de quoi on parle ? Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de génocide. Prenez n'importe quel discours sur l'Ukraine, ce qui est discuté, c'est des questions de droit humanitaire. Vous avez Madame Michu qui va dire « Oui, mais est-ce que si on fournit des armes, on ne va pas être considéré comme co-belligérant ?» On a des discussions de Café du Commerce sur « Oh oui, mais là, on ne peut pas attaquer parce que c'est à côté d'un hôpital. » Et ça, c'est absolument fascinant à regarder. C'est de voir à quel point le droit humanitaire a finalement pénétré l'esprit des personnes simplement parce qu'on en parle. Et ce qui n'était pas le cas dans les années 80. Peut-être que la fin des années 80 était une période plutôt positive où on était sur la paix par le droit, la fin de la guerre froide, etc. Et donc le droit humanitaire, à ce moment-là, était peut-être au creux de la vague. Mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est bon signe ? Ben, pas forcément. Ça veut dire aussi que peut-être que le monde va mal. Mais le fait est qu'on en parle beaucoup plus. Non, et on a vu aussi se démultiplier beaucoup d'universités qui ont consacré des cours entiers au DIH. Donc c'est plus qu'une tendance en fin de compte. On sent un véritable souci de formation. Si on passe à la deuxième décennie du Pictet, là c'est la guerre globale contre le terrorisme. Comment le Pictet a réagi à tout ça à travers les différents scénarios qu'il a pu proposer ? On essaye toujours de coller à l'actualité dans les scénarios, dans ce qu'on appelle la cuisine, donc les concepteurs du cas pratique. Et l'idée, c'est d'insérer des problèmes actuels. Donc, il y a 2 semaines, on a eu l'édition anglophone en Albanie. Il y a eu des cas pratiques qui étaient sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça va être utilisé ? Donc, il y a toutes les questions nouvelles qui apparaissent.
sur lesquels on essaye de pas trop non plus mettre d'accent. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi revenir aux fondamentaux et se dire, non, ce qui compte, c'est le traitement des personnes. Et se focaliser uniquement sur la dimension high-tech, oui, c'est intéressant, mais la guerre, c'est pas que ça. Et on veut aussi dire, mais quelle est la situation des personnes au Yémen, en Afghanistan ou dans d'autres contextes. C'est pas juste des missiles sur Kiev, mais sans oublier le fait qu'il y a d'autres conflits hypotechnologiques, pour reprendre une distinction habituelle, et pas hyper-technologique. On va faire un petit retour en arrière. Jean Pictet, donc peut-être revenir sur qui est Jean Pictet. Et Jean Pictet a connu son concours, enfin le concours éponyme en fin de compte. Quel regard il a porté déjà quand il a découvert l'initiative et ensuite quand il s'est rendu à plusieurs reprises assister à des sessions. C'est quoi l'histoire de Jean Pictet avec le concours ? Alors Jean Pictet, c'était un juriste genevois qui est entré au CICR avant la Seconde Guerre mondiale, un jeune juriste, et qui a fait toute sa carrière au CICR jusqu'à finir dans les plus hauts postes à responsabilité. Donc c'est une histoire qui s'étale sur finalement pratiquement un demi-siècle, avec le développement fondamental des conventions de Genève de 1949, des protocoles additionnels, des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc c'est vraiment la figure. C'est comme si on parlait de la littérature anglaise, on parlait de Shakespeare. Donc je lui ai écrit, puis un jour j'ai reçu la lettre que évidemment j'ai gardée, que j'ai encore. Et il a dit oui, je vous autorise à utiliser mon nom pour le concours. On l'a invité la première fois qu'on a eu le concours à Genève, en 1991, il est venu et c'était quelqu'un d'une grande modestie qui avait décidé que le jour où il prendrait sa retraite, il arrêterait d'être dans le système de CICR. Il ne voulait pas être celui qui a dominé ce monde de la pensée pendant 50 ans et qui continuera à le faire. Il a dit non, moi je me retire. Il faisait de la musique, il faisait d'autres choses, mais il a dit non, c'est fini. Il a accepté de venir, simplement de saluer les équipes à ce moment-là. Il est revenu une deuxième fois lorsque le CICR avait organisé le 12 août 1999, la date est facile à retrouver, le 50e anniversaire des conventions de Genève. Je serai bref, parce que je ne veux pas répéter ce que d'autres ont si bien dit. La Croix-Rouge est, je crois, la seule grande idée au nom de laquelle on n'a jamais tué. Les conventions de Genève ont été respectées, du moins assez respectées, disons, dans la mesure où elles étaient applicables, bien sûr. Elles ont résisté aux tourmentes des deux guerres mondiales. Pourquoi ? Parce que leurs auteurs ont su rester réalistes. Ils n'ont pas fait de l'humanitarisme échevelé. Mais aujourd'hui, hélas, elles sont trop souvent foulées aux pieds. Et sous le flot montant de ce que j'appelle la néo-barbarie, qui fait penser à l'étant passé et qui revient maintenant ravager trop de peuples. Les digues que le droit humanitaire a dressées contre les maux de la guerre sont faites avec des mots. Et si jamais elles étaient emportées par le flot torrentiel de cette barbarie, eh bien je sais que d'autres hommes et d'autres femmes se lèveraient pour les reconstruire, tant elles sont nécessaires à l'humanité. Je suis persuadé, je l'ai toujours été, que l'avenir du monde réside dans le respect du droit. Ce droit de Genève, faites qu'il vive, qu'il rayonne, qu'il sauve. Le CICR nous avait demandé d'organiser une fausse compétition, un faux concours. C'est-à-dire qu'on avait retrouvé 6 anciens participants de différents pays qui sont venus, à qui on a donné un cas pratique,
très typiques du concours et qui se sont amusés. On avait un jury qui était composé d'éminents juristes et présidé par Jean Pictet lui-même. Donc c'était une mise en abîme assez fascinante puisque Jean Pictet présidait un jury d'un concours qui était modelé sur le concours qui portait son nom. Et donc, il est venu, et puis c'est effectivement la dernière fois qu'on l'a rencontré, puisqu'il est décédé 2 ans et demi plus tard. À quel moment le concours, j'allais dire, s'est internationalisé, s'est désoccidentalisé, en tout cas, s'est véritablement ouvert à énormément d'universités sur tous les continents? On pourrait voir ça par étapes, c'est-à-dire que dès 1990, donc la 2e édition, on a des équipes canadiennes qui viennent. Et ça, c'est une grande victoire. L'année suivante, on a la première équipe d'Europe de l'Est, une équipe bulgare. Et puis ensuite, ça continue. Il me semble que la première équipe africaine devait être en 94 au Canada. Et donc ça a continué. Mais ce qui a constitué vraiment la vraie internationalisation du concours, c'est le fait d'avoir lancé une édition anglophone en 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir à peu près une centaine de pays qui ont déjà envoyé une équipe, sachant que les derniers seront extrêmement difficiles à avoir. On a quelques manques, notamment au Moyen-Orient, toute la péninsule arabique, d'autres pays pour des raisons évidentes, Syrie, Afghanistan, Irak. Là, sur cette édition à Forges-les-Eaux cette semaine, la nouveauté, c'est une équipe du Niger. C'est la première qui participe, avec beaucoup d'enthousiasme, un soutien poussé de leur université, de la délégation du CICR. Est-ce que tu perçois, toi, en tant que juriste, et puis père du Pictet avec Michel Dérat, des différences de compréhension ou d'appréhension du droit international humanitaire? Est-ce que finalement, les grandes valeurs ou les grands principes qui sont fixés sont perçus comme tels, ou est-ce qu'il y a vraiment des débats, je dirais presque d'un point de vue presque culturel, finalement, de compréhension, d'appropriation et de perception du DIH? Est-ce que ça se perçoit dans les équipes? Clairement, entre les équipes, l'aspect culturel joue un très grand rôle dans la façon d'interagir, mais aussi dans la façon d'appréhender les normes juridiques, énormément dans le jeu de rôle, dans la façon d'interagir avec le jury, en termes de prise de parole, de respect de la personne qui est en face, etc. En décembre 2021, sur l'édition qu'on avait eue en Albanie, on avait énormément d'équipes pakistanaises et indiennes. Bon, 2 pays dont on sait que les relations sont quand même assez difficiles. Et toutes ces équipes restaient ensemble, faisaient des photos ensemble, à tel point qu'on les avait appelées l'équipe Cachemire. Et ça, c'était super, de voir que finalement, hors du contexte national dans lequel les équipes sont placées, elles peuvent passer une semaine à échanger. Et là, pour moi, on est vraiment dans le développement, et c'est la fin du principe d'humanité, c'est le développement des relations entre les peuples, parce que les gens se connaissent. C'est beaucoup plus difficile après pour des gens d'être en guerre s'ils ont vécu des choses comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire c'est juste le Pictet, ça peut être des événements sportifs, culturels, tout ce qu'on veut, mais ça fait partie. Et ça, pour moi, c'est très très important. La rencontre qu'on a cette semaine entre les équipes, qui viennent d'horizons, de pays différents, ça c'est fondamental. Donc demain, ce sera, on connaîtra les finalistes et on connaîtra l'équipe gagnante. Est-ce que la part de l'interprétation et de l'exégèse, c'est quelque chose qui compte finalement dans la façon d'avancer dans le concours et entre différentes équipes? Exactement. C'est-à-dire qu'on a une liste de critères dans le règlement du concours qui constitue les critères analysés par le jury pour définir quelles sont les équipes demi-finalistes ou finalistes. Dans les critères définis par le règlement, le premier critère, c'est la connaissance du droit. Parce que même s'il peut y avoir une image qu'on s'amuse bien, il y a des déguisements, il y a des jeux de rôle, etc., c'est avant tout un concours juridique, c'est un concours de droit. Ce n'est pas un concours de théâtre. Absolument pas. C'est ce qui a pu choquer il y a 30 ans certains universitaires qui disaient « Ouais, non, mais le Pictet, c'est du théâtre. » Non, c'est extrêmement juridique. Ce qu'on veut, c'est de trouver des juristes qui sont capables de voir quelles normes ils peuvent
chercher, trouver, utiliser pour soutenir ce qu'ils essayent de faire. Que ce soit justifier une attaque ou la dénoncer ou avoir accès à des victimes, comment est-ce qu'on utilise le droit ? Ceux qui sont capables de dire « Ok, j'ai une situation, j'ai des faits, quelle norme de droit je vais trouver pour justifier mon action ?» Et on essaye de définir au sein des épreuves chaque dimension. On va avoir par exemple une épreuve où on sera beaucoup dans la négociation, une autre où on sera beaucoup dans l'écoute, le rassemblement d'informations, de faits, une autre où on sera dans le plaidoyer. Donc on met les équipes dans des approches différentes, des contextes différents, mais toujours en leur demandant d'utiliser le droit. On est dans la problématique qu'on évoquait tout à l'heure, celle de la grande vitalité du droit humanitaire, celle de son utilisation par les parties prenantes, notamment par les États. Et à mon sens, c'est ça qui fait l'intérêt des discussions au concours. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vision monolithique du droit, mais on essaye de montrer aux étudiants que le droit est un outil, que les différents acteurs, qu'ils soient État, Croix-Rouge ou autres, s'approprient pour soutenir leur but. Et on sort, c'est pour ça qu'on parle de sortir le droit des livres, on sort de cette idée où le droit, c'est ça et pas autre chose. Comment est-ce qu'un État va utiliser le droit pour dire ce que je fais est légal et l'État en face va utiliser exactement la même norme pour arriver à une conclusion inverse. Toutes les discussions qu'on a aujourd'hui sur le conflit entre Ukraine et Russie, c'est exactement ça. Est-ce que la guerre est légitime, même si ce n'est pas du DIH, est-ce qu'elle est légale ? Ce n'est pas du DIH, ok. Mais comment est-ce qu'elle est menée ? Ça, c'est du DIH. Et chaque partie va montrer que ce qu'elle a fait en attaquant ou en n'attaquant pas tel objectif, c'est légal. Que ce soit sur le système énergétique en Ukraine ou que ce soit sur le pont de Crimée. Avec le recul, donc c'est quasiment 2 générations d'étudiants qui, depuis le début du PICT, est-ce que c'est une population qui a changé entre les premiers, enfin il fallait être quand même un petit peu original pour se passionner pour ça en 89, et ceux aujourd'hui qui composent ici à Forges-les-Eaux les 22 équipes, est-ce que c'est une population qui a évolué ? Sur les premières années, on avait clairement des gens qui faisaient des études de droit, mais dont pratiquement aucun ou aucune ne se destinait à une carrière dans le DIH, tout simplement parce que ça n'existait pratiquement pas. Et ce n'était pas dans une perspective professionnelle. Aujourd'hui, il y a une bonne partie des étudiants, des étudiantes qui participent, qui sont dans une démarche où le concours PICT, ça fait partie de leur cursus. Soit des personnes qui sont dans un master, par exemple, qui se focalisent sur les droits humains ou le droit international humanitaire, ce qui, là aussi, n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Alors après 34 ans d'existence, 41 prix, ça fait combien d'étudiants qui sont passés par le PICT ? Et combien de nationalités ? Sur le nombre d'étudiants, d'étudiantes, on doit être aux alentours, on doit être vers 4300 ou 4400 à peu près. Sur le nombre de nationalités, je ne saurais pas le dire parce qu'on ne garde pas la trace des nationalités. Mais c'est clair qu'on est très largement au-dessus de la centaine. Qu'est-ce que tu préfères dans une semaine de PICT ? Les moments sympas, c'est ce qu'on organise, même si on ne l'a pas fait pendant les années Covid, c'est le partage des spécialités. Donc on demande à toutes les équipes d'apporter la nourriture, des boissons de leur contexte, région, pays, et on partage. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment un des grands moments. Ensuite, il y a les premières distributions de documents où les équipes sont des fois un petit peu perdues, énormément de stress, on le sent. Et ensuite, tout au long de la semaine, on voit que les gens comprennent la règle du jeu. Et de voir cette évolution, c'est super. Ce qui m'amène un des moments qui est très sympa, c'est quand on a le débriefing, comme celui qu'on vient avoir, on est jeudi après-midi, où on demande aux équipes de réfléchir sur ce qui s'est passé et où on voit la progression. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait la première édition en 89, on n'avait pas la moindre idée
que ça allait durer aussi longtemps et que ça allait prendre une telle ampleur. Et c'est fascinant de regarder ça a posteriori, de se dire, ouais, c'est marrant le chemin qu'on a fait, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, toutes les histoires. Les conventions de Genève dans le passé ont sauvé des millions de vies. Il est impossible de dire combien. Elles peuvent en sauver autant et plus à l'avenir, mais seulement dans la mesure où elles seront connues de ceux qui ont à les appliquer. Apprenons donc à les connaître et faisons-les connaître autour de nous. Merci d'avoir écouté Humanitaire, le podcast de la délégation régionale du CICR en France. Retrouvez toute l'actualité du droit et de l'action humanitaire sur notre blog, l'Humanitaire dans tous ses états, dont vous trouverez le lien en description, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube.